Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live spécial Digital Boss où ce soir nous allons parler de l'univers des formateurs. Réussir en 2023 en tant que formateur, est-ce possible? Comment c'est possible? On va voir plein de choses ce soir. J'espère que vous êtes accrochés, vous êtes bien connectés. Ce soir, on va recevoir deux invités, pas un mais deux. Et on va les recevoir tout de suite. Donc, tout d'abord, on va recevoir Romina et bien entendu, on va recevoir Philippe qui va nous rejoindre ce soir. Hello, hello, comment allez-vous? Ça va? Est-ce qu'on vous entend bien? Hello. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Hello tout le monde. Hello, hello. Hello, hello. Alors, bien entendu, je vais vous demander de vous présenter. On va honneur aux dames. Donc, présentation de Romina en premier. Je t'invite à te présenter, à nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu aides les personnes que tu accompagnes au quotidien. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Romina Bertarelli. Donc voilà, je suis italienne, comme vous allez entendre aussi par rapport à mon accent. Et je suis experte donc, en démarche qualité des organismes des formations, qui est très d'actualité depuis janvier. Donc le label Calliope, la certification qualité qui est demandée aux organismes des formations pour le financement des formations. Donc moi aujourd'hui, je suis en parallèle également auditrice Calliope, donc j'ai cette double casquette, ainsi que consultante. Donc j'aide les autres formateurs, ceux qui se lancent ou ceux qui sont déjà dans la formation, à justement préparer leur démarche qualité, préparer leurs audits, que ce soit l'initial, la surveillance, le renouvellement, donc pour une démarche qui soit donc pérenne. Voilà. Donc voilà, les prestations, effectivement, les accompagnements sont différents types, sous différentes formes. Donc ça peut être du conseil, ça peut être de la formation, mais également des ateliers pratiques. Donc, si on a besoin juste de un petit coup de pouce ponctuel, notamment maintenant que c'est le moment où les audits de surveillance tombent. Donc, voilà, j'ai mis en place des ateliers pratiques pour un peu rafraîchir la mémoire et revoir ensemble donc, où il y a des faiblesses, encore de non-conformités, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt pour cet audit de surveillance qui s'annonce quand même beaucoup plus dur de ce qu'on imagine. Et donc, il faut être beaucoup plus vigilant. Effectivement, on avait déjà discuté à ce sujet. Effectivement, pour le Calliope, beaucoup de gens ont ramé pour l'avoir, mais pour le conserver, ça va être encore plus dur parce qu'il va falloir pouvoir montrer qu'on fait un suivi de qualité, qu'on fait des formations de qualité. Et c'est là, à partir de là, que je pense réellement, on va voir quels sont les organismes de formation qui sont vraiment qualitatifs. D'ailleurs, c'est comme ça que tu accompagnes les formateurs à optimiser, à faire une préparation justement à ces audits de vérification qui vont se faire, qui tombent et qui vont commencer à tomber. Absolument. Oui. Est-ce que tu as constaté, par exemple, un pic de personnes qui se disent, bon voilà, il faut vraiment que je prépare mon audit de surveillance. Est-ce que tu commences à ressentir ces choses-là? Oui, absolument. En fait, la plupart des personnes que j'ai pu accompagner dans leur audit initial, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc ils reviennent vers moi parce que, effectivement, ils se demandent comment ça se passera, l'audit de surveillance, et ils me demandent, voilà, éventuellement de les aider à revoir un peu les différents points plus de surveillance. Et notamment avec des accompagnants beaucoup plus personnalisés. Autant que pour la démarche initiale, on va dire, c'était plus simple parce que c'était assez neutre. Maintenant, il faudra démontrer à l'auditeur que les promesses faites au début, il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, ont été maintenues et que, effectivement, on a fait ce qu'on avait dit de faire. Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que ce qu'on avait dit de faire il y a 2 ans, peut-être on ne se rappelle pas trop. Et donc, il faudra démontrer que ça a été fait pendant 2 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut improviser au dernier moment. C'est surtout un petit message que je lance. Clairement, ça ne s'improvise pas. On a pu discuter ensemble. C'est quelque chose qui vraiment ne s'improvise pas. Ça demande beaucoup de préparation. Ça demande vraiment d'être professionnel dans son suivi, d'avoir un suivi déjà de base.
d'avoir un suivi, d'avoir une vraie démarche qualité, d'optimisation et de perfectionnement continu. C'est pas toujours simple. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des formateurs qui ont du mal à faire cette démarche qualité? Oui, bien sûr, parce que la plupart, en fait, se disent que c'est une usine à gaz, se disent que c'est beaucoup d'administratifs qui prennent la tête pour rien. Mais au fait, dès le départ, moi aussi, j'étais plongée là-dedans. Hein, j'ai vu beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que quand on met en place une démarche qualité, on structure en fait son organisme et on donne donc des procédures, des processus bien précis qu'on applique tout simplement et qu'on améliore au fil du temps. Donc cela permet de ne pas être dispersé. On a donc un suivi qui donne la possibilité donc de savoir exactement ce qu'il faut faire quand on a des clients et aussi savoir comment les satisfaire. Il faut savoir aussi que ces certificats aujourd'hui, c'est vrai que il est beaucoup associé au CPF, au fameux CPF, qui a été également associé au mot arnaque. Donc il faut un peu dissocier tout cela, en sachant que l'État a fait un gros nettoyage depuis le mois de juin. Et que ce certificat Calliope, ce n'est pas seulement la possibilité d'accéder au CPF, mais c'est donc la possibilité d'accéder également au financement des OPCO qui financent beaucoup mieux que le CPF, beaucoup simplement. Et que, en plus, ça permet aussi de se différencier sur le marché de la formation parce que, justement, il y a tellement de personnes qui se disent formateurs qu'on ne sait plus vers qui vraiment se tourner. Donc, le fait d'avoir quand même un certificat qualité permet de dire, voilà, moi, j'ai mis en place des processus pour que mes formations soient vraiment de qualité et que tout soit bien carré, encadré. On ne lâche pas les clients avec des formations approximatives. Donc, il y a vraiment un suivi de A à Z et notamment avec de l'interaction, avec des outils super performants, en plus performants d'ailleurs, n'est-ce pas, Philippe? Et qui permettent effectivement cette interaction et ce suivi. On n'est pas lâché à soi-même, comme il y a beaucoup qui disent formation alors que ce sont juste des infoproduits et il n'y a pas de suivi jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que on a beaucoup entendu parler des arnaques au CPF? Ça, on en a entendu et on entend encore parler de beaucoup d'arnaques au CPF. Hein, c'est incroyable. C'est fini. Moi, je suis très étonnée, hein, mais j'en entends encore. Hein, j'entends encore des gens qui reçoivent des appels, des SMS pour les CPF, comme si c'était encore. Enfin, alors, petit conseil. Aujourd'hui, il y a un amendement qui est sorti depuis le 6 octobre, d'accord? Donc, c'est passible de dénonce. On peut dénoncer quand on vous démarche au téléphone. Vous prenez le numéro et vous leur dites « Je vais vous dénoncer parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. » Voilà. Moi, j'ai fait ça dernièrement. J'ai reçu un appel. On m'a raccroché directement. Donc, je vous assure que la personne a bien flippé de l'autre côté parce que vous pouvez dénoncer ce qui vous démarche par téléphone. Parce qu'aujourd'hui, le démarchage téléphonique par rapport au CPF, c'est interdit. Et l'accès au CPF est devenu très compliqué pour les organismes de formation. Donc, quand vous avez effectivement une formation à suivre via le CPF, aujourd'hui, c'est quelque chose de très sérieux et ce n'est plus une arnaque comme ça pouvait être jusqu'au mois de juin. Alors, du côté de Philippe, alors j'ai envie qu'on se penche un peu sur Philippe parce que justement, il est du côté des outils. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et comment tu fais pour aider tes utilisateurs, tes clients, tes potentiels clients qui sont formateurs pour le coup à développer leur formation et en faire quelque chose de qualitatif? Bonjour à tous. Du coup, je suis Philippe Chain. Du coup, je suis le cofondateur de Pratico. Pratico, c'est une start-up qui crée des solutions pour faciliter l'apprentissage collaboratif. On avait commencé par une première application qui permettait d'encourager l'entraide scolaire, du coup, entre élèves, qui est aujourd'hui soutenue par l'Éducation nationale. Et actuellement, on travaille sur un nouvel outil à destination des formateurs, du coup, qui s'appelle Pratico Pro. Et du coup, l'idée, c'est simplement de développer un outil simple et complet pour rendre les formations plus interactives pour les formateurs, mais aussi générer un peu des rapports qui leur permettront de simplifier justement ce qu'ils doivent donner à Calliope.
Du coup, voilà. Et dans cette démarche-là, en fait, j'ai échangé avec plus de 250 formateurs de tout type sur un peu leur approche de la formation, sur leurs projets, sur les outils qu'ils utilisent, sur leurs pratiques. Il y en a qui sont très classiques, mais il y a aussi des approches très originales sur lesquelles, justement, on s'inspire pour développer notre outil. Du coup, là, actuellement, notre outil est en bêta et on est en train d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure avec les échanges qu'on a avec les autres formateurs. Ok. Et de tous ces entretiens que tu as eus avec les formateurs, alors pareil, hein, on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet, de tous ces échanges avec les formateurs, qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent cruellement dans la formation? Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, qui sont positives et qui, du coup, qui motivent encore les formateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, en 2023, il y a beaucoup plus de formations visioconférence qu'avant. Il y en avait encore beaucoup plus en période Covid, du coup, 2020-2021. Mais là, on est plus en équilibre un peu 50-50. Il y en a certains, justement, qui ont encore du mal à s'en sortir en visio, qui ont du mal justement à garder l'attention des apprenants, qui sont devant un écran, qui sont un peu distraits par leur entourage, leur téléphone, aussi un peu tout ce qu'il y a autour d'une formation. Du coup, il y a un peu des difficultés sur ces points-là. Après, justement, il y en a qui arrivent à un peu renouveler leur formation, à proposer une expérience différente pour justement que leur formation se passe bien. Ok. Alors, on commence à avoir des questions. Alors, on va commencer. Alors, une petite question. Alors, en parlant des points CPF, ce matin, je me suis rendu compte que mes points ont été usurpés car on m'a pris 2400 €. Alors, Romina, comment on réagit à ce genre de cas? Comment on fait? Alors, il faut justement faire une recherche parce que à un moment donné, c'est que vous avez dû donner des codes d'accès à quelqu'un parce que sans le code d'accès qui passe en plus par le code des impôts ou le code d'Amélie, donc ça passe par le numéro de sécurité sociale. Si quelqu'un vous a demandé votre numéro de sécurité sociale, ça se peut qu'effectivement vous aussi se connecter sur votre compte. Alors, il ne s'agit pas de points, attention, il s'agit vraiment d'une enveloppe en euros. Ce ne sont plus de points, c'est une enveloppe en euros. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, vous avez donné volontairement d'une quelque manière, peut-être vous avez répondu à un questionnaire et vous avez dû communiquer donc vos codes d'accès. Dans ces cas-là, l'État ne peut rien faire parce que justement, vous avez été victime d'arnaque. Donc, en faisant un peu une enquête, en cherchant à savoir à quel moment vous avez effectivement communiqué ces codes, vous pouvez remonter donc, à la personne qui vous a contacté ou à la société ou à l'organisme. En général, c'est un organisme parce que on ne peut pas accéder au CPF si ce n'est pas un organisme de formation. Et dans ces cas-là, vous pouvez le dénoncer à France Compétences. Donc, France Compétences, c'est l'organisme d'État, justement, qui est chargé de faire ce type de supervision, de contrôle par rapport au CPF. Et vous trouvez les coordonnées donc, sur Internet facilement. Il faut donc dénoncer que vous avez été victime d'une arnaque et il faut quand même prouver à qui vous avez communiqué vos codes et que effectivement vous n'avez pas suivi de formation, mais tout simplement on vous a fait pratiquement disparaître 2400 € de votre compte sans suivre de formation derrière. Ah, ça c'est terrible. Donc, mais effectivement, il faut vraiment éviter de donner vos codes, que ce soit numéro de sécurité sociale, numéro aussi d'impôt, parce qu'on peut se connecter au CPF via ce numéro-là. Donc, être très vigilant à qui on transmet ces informations. Il ne faut pas transmettre du tout. Ah oui, vraiment. Parce que du coup… Aucun organisme, même pas l'État, va vous demander ces codes. Voilà. C'est très confidentiel. C'est comme si on demande votre numéro fiscal pour accéder à votre compte des impôts. C'est très confidentiel. Donc, ça ne se communique pas en aucun cas. Il faut faire très attention parce qu'il y a aussi le cas des emails que l'on reçoit qui vont nous demander ces informations comme si c'était la sécurité sociale, comme si c'était mon compte formation.
Et c'est là Voilà, qu'on donc se soyez fait... vigilants. L'État ne vous demandera jamais ça et aucun organisme de formation sérieux ne vous demandera jamais cela. D'accord? Si Donc, c'est le cas, un numéro de c'est pas sécurité sociale, voilà, un numéro de sécurité sociale, un numéro de code fiscal, oui, mais le code, le mot de passe d'accès, non, jamais. OK. Donc, très, très, très vigilant. Alors, Oui. on va passer à une autre question qui en revient aussi à cette tendance des fraudes CPF. C'est la question liée à le être formateur. Est-ce que c'est devenu tendance? Parce qu'on a vu, hein, comme Philippe le disait, il y a un moment où comment dire, comme on était en confinement, déconfinement, reconfinement, devenir formateur, c'était devenu presque tendance, c'était devenu la tendance du moment. Bon, bien entendu, ça c'est un peu retombé, mais pas totalement. Derrière, comment on peut, au public de manière générale, ou même en tant que formateur, comment on fait pour faire la différence et montrer qu'on est un un formateur qui fait du contenu de qualité et qui a un vrai travail de suivi derrière. Comment on fait pour démontrer ça? Par rapport à ce que tu dis, si c'était un rêve pendant le Covid, par rapport aux discussions que j'ai eues avec des formateurs, en réalité, il y a beaucoup de formateurs qui l'ont mal vécu parce qu'ils avaient l'impression de parler à un mur. C'est-à-dire que face à des apprenants qui ferment la caméra, etc., ils ont vraiment l'impression que de parler à un mur, ils se sentent un peu seuls, ils savent pas si leur formation est efficace, etc., etc. Du coup, certains formateurs ont réussi à prendre en main des outils, à tester des choses pour faire des choses plutôt plus animés et justement qui arrivaient un peu à se démarquer par rapport aux autres formateurs. Du coup, ça c'est pour la première partie. Et du coup, en parlant, j'ai oublié justement la deuxième, ta vraie question. Est-ce que tu peux me la répéter? La question était de savoir si devenir formateur était devenu tendance, puis surtout comment se démarquer pour devenir vraiment, pour démontrer qu'on est un formateur qui arrive à faire des choses intéressantes, innovantes, à réussir aussi à intéresser ses élèves afin de voir, qu'ils puissent voir, démontrer qu'on fait un véritable travail de formateur, parce que c'est un vrai métier. Je pense qu'aujourd'hui, pour se démarquer, il faut vraiment proposer des activités. Faut savoir utiliser aussi des outils qui permettent vraiment de proposer de l'interactivité pour que les apprenants, justement, ils soient plus intéressés par le contenu de la formation que par l'onglet qui est à côté ou par leur téléphone qui vibre juste à côté et personne saura et qui sont un peu invisibles. Du coup, ils seront pas vus par le formateur directement, en tout cas en visioconférence. Moi, j'irais un peu plus loin, en fait, justement. Avec ces outils dont Philippe parle, il faut surtout mettre en place des évaluations. Et c'est ça qui permet de vérifier si la formation a été efficace ou pas. C'est-à-dire, quand on évalue avec des outils interactifs, déjà, les participants vont faire plus attention parce qu'ils sont évalués. Et on saura d'où ils partent au début de la formation en fonction des objectifs opérationnels qui sont fixés en amont. Et quand on fait des évaluations tout au long de la formation et surtout à la fin, on peut mesurer si effectivement il y a eu un changement. Parce que ce qui permet aussi au client de constater qu'il a fait une formation vraiment efficace, c'est qu'au début, il ne savait pas faire quelque chose et qu'à la fin, c'est la faire. Et comment on peut savoir si c'est la faire? En mettant en place des évaluations avec des outils adaptés qui permettent justement de faire passer un peu la pilule, entre guillemets, genre du gaming, genre des interactions, des dessins. Moi, j'ai bien aimé le petit mouton que tu as dessiné, qui en plus peut découper. C'est génial. Donc, dans ta démo, c'est super. Et ça, c'est rigolo et ça permet effectivement de mettre en place des choses pour vérifier si cette formation a été efficace ou pas. Si les clients, si les participants ne sont pas évalués, cela signifie que le formateur s'en fiche de savoir si les compétences ont été transmises, si les objectifs ont été atteints. Donc, que la personne a suivi ou pas suivi, qui est maintenant est capable de faire ou pas faire, il n'y a aucun suivi à la fin, on ne sait pas. Donc, cela signifie que les personnes sont vraiment, les participants, on peut laisser à eux-mêmes. Alors que si on les évalue, cela signifie qu'on veut savoir si la formation est efficace. Et c'est aussi
pour l'améliorer, justement, et mettre en place d'autres outils, d'autres évaluations qui permettent de vérifier si l'objectif a été atteint. Donc, c'est vrai que les outils sont hyper importants. D'ailleurs, ça entre complètement dans la démarche qualité parce que, notamment au niveau des veilles, là où il y a la plupart de nos conformités lors des audits de surveillance, il y a notamment l'indicateur sur la veille d'innovation pédagogique et technologique qui demande de plus en plus la digitalisation, donc des formations, des outils, mais aussi des stratégies. Et aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Donc, moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai connu aussi Kelly, parce qu'on ne peut pas se passer du digital. Et c'est un outil exceptionnel parce que ça permet effectivement de créer des interactions, surtout quand on est à distance. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus. C'est vrai. Effectivement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, j'avais un cours avec des élèves aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec le digital, c'est-à-dire en distanciel, quand on a une formation, un atelier, des élèves en distanciel, eh bien, il y a des choses qui changent par rapport au présentiel. C'est que les élèves coupent la caméra et effectivement, on va avoir l'effet mûr. Ils n'aiment pas, bizarrement, ils n'aiment pas mettre leur caméra. Ils aiment bien… Moi, j'ai l'interdit. C'est interdit. Ça fait partie des prérequis, la caméra, et elle doit être allumée. Alors, par contre, il ne faut pas toujours le faire. Tout dépend du nombre d'élèves. Et puis, ça dépend aussi, parfois, alors, ça peut être gênant parce que parfois, l'élève, alors, pas pour tout le monde, bien entendu, mais parfois, l'élève peut être gêné par rapport à ce qui se trouve derrière lui. Il peut être dans un environnement qui ne le permet pas. Alors, je n'oblige pas, mais c'est vrai que d'inviter tous ces élèves à activer la caméra, c'est infiniment plus convivial. Ça permet de vraiment… Et puis, quand on les invite à le faire, on leur explique pourquoi. C'est vrai que là, tout de suite, il y a autre chose. Il y a autre chose. Oui. Ah, mais clairement, parce qu'il y a plusieurs langages. Il faut savoir, la communication non verbale communique beaucoup de choses. C'est qui permet aux formateurs de détecter tout de suite si les participants suivent, s'ils ont compris, pas compris, quand ils voient comme ça, quand ils voient comme ça, ou quand ils voient comme ça, ça veut tout dire. Alors que quand la caméra est coupée, voilà, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et donc, il faut mettre dans les prérequis, dans ce cas, par exemple, demander qu'effectivement, ils se retrouvent dans un lieu qui les met à l'aise. Donc, il peut s'isoler quelque part. Il peut trouver un moyen, mettre un drap derrière. Moi, j'ai déjà eu aussi ce problème avec certaines personnes. Donc, il suffit à ce moment-là de prendre contact, donner des suggestions. Mais c'est important aussi de faire passer le message que c'est hyper important pour un formateur de voir justement les participants directement en caméra, parce que c'est comme si on va en présentiel, on reste derrière la porte. On dit « Non, mais je suis là derrière, je vous écoute. » Mais voilà, je suis là. Non, quand on est en présentiel, on rentre dans la salle. On est d'accord. Donc là, c'est la même chose. Exactement. Donc, c'est la même chose. Et c'est l'exemple que je porte à mes participants pour leur expliquer que ce n'est pas parce que je vais voir chez eux ou parce que je vais les obliger, mais c'est important pour que justement la formation, c'est pour eux plus adapté et que je puisse voir s'ils suivent, s'ils ont compris et qu'à la fin, elle soit efficace. Exactement. C'est exactement. Je trouve ça très malin de donner ça en prérequis. Du coup, ça oblige un peu les apprenants à aller dans un espace adapté, à trouver des solutions. Le plus adapté possible. Ouais, ça. À trouver des solutions, parce que souvent, la problématique va se poser. Alors, pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même problématique. C'est juste qu'ils n'ont pas envie, on est en digital, ils n'ont pas envie. Mais j'ai remarqué que certains, ils étaient gênés par rapport aux autres élèves. Sous les élèves les plus jeunes, ils disent les autres élèves vont voir chez moi. Les autres élèves vont voir ceci, mais ma famille… Oui, mais eux aussi, ils voient chez les autres. Voilà. Moi, aujourd'hui, on voit aussi… Après, maintenant, il y a les arrière-plans maintenant. Oui, voilà. Après, il s'agit aussi de leur suggérer justement des solutions. Et c'est là que le formateur qui maîtrise l'outil digital peut intervenir et lui expliquer, voilà, s'il y a un souci, venez vers moi, expliquez-moi c'est quoi le problème, pourquoi vous ne voulez pas mettre la caméra, on va trouver une solution ensemble et on propose, voilà, de flouter l'arrière-plan, on propose de mettre des fonds et voilà, comme ça, il y a une solution à tout.
Exactement. Et ça permet Et en plus, on personnalise la formation, ce qui permet de valider aussi les exigences Calliope. Exactement. Puis ça permet aussi, alors moi j'aime beaucoup voir les visages de mes apprenants, de mes élèves, parce que ça permet de respecter leur chronobiologie. Parce qu'il y a un moment où ils piquent du nez. il y a un moment, c'est pas parce que la formation n'est pas intéressante, mais je sais bien qu'il y a un moment, être inactif pendant un certain temps, ça fait piquer du nez. C'est évident. Donc, et là, tu lances Pratico et tu dis maintenant, voilà, on va tous écrire quelque chose au tableau. C'est comme un brainstorming quand on est en présentiel. On les appelle, on les fait lever, ils se mettent tous au tableau. Et bien là, en fait, voilà, on les interpelle tous, écrire un mot, faire un dessin. Et puis voilà, ça réactive. Et puis on propose une pause parce que quand on voit que tout le monde commence à cuisiner, on propose une petite pause. Allez, hop, on se lève, on se retrouve tout à l'heure et ça réanime la formation. Et là, c'est vraiment la compétence du formateur. C'est là que ça fait la différence par rapport à des formations e-learning où on regarde des vidéos à longueur de journée et qu'à la fin, voilà, on les passe en accéléré pour finir la formation et puis terminer. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, alors oui, il y a Tessaline qui dit « Moi, étant maman solo, c'est pratique de suivre en visio, mais ma petite a 20 mois et bouge partout. » Et du coup, elle explique que en visio, c'est un peu compliqué parce que du coup, avec le fit, c'est pratique, mais la petite ne comprend pas forcément. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Ouais. Ce n'est pas toujours simple, effectivement. Peut-être dans ces cas-là, il faut appeler une mamie, une tati, une nounou pour quelques temps, le temps de faire la formation. Parce que quand on rentre en formation, c'est quelque chose de très important. Il faut être concentré parce que ça permet de monter en compétence. C'est comme si on est à l'école des adultes. Donc, si c'était en présentiel, par exemple, comment on aurait fait dans ces cas-là? On n'aurait pas pu amener le bébé en présentiel. Donc, il y a peut-être des solutions à mettre en place, s'adapter au niveau des horaires, demander éventuellement si le formateur peut voir au niveau des horaires. Donc, il y a toujours des solutions qui sont faisables, qui sont possibles. Ouais. C'est vrai que je rencontre assez régulièrement ce cas-là, d'avoir des mamans. Et du coup, souvent, par exemple, dans les exercices, on va avoir peut-être l'une des apprenantes qui est maman et qui va me dire du coup, je ne peux pas activer la caméra. Mais je suis là, je fais l'exercice toute seule du coup, par exemple, quand il y a des groupes, ça peut être compliqué. Ou alors d'avoir des participants qui ont des problèmes à pouvoir à la fois à être dans le groupe et à la fois activer la caméra. C'est particulier, mais voilà, il y a encore une fois, je pense que ça passe par l'information, donner les informations avant et de pouvoir faire en sorte de laisser aux apprenants le temps de s'organiser au mieux. C'est pas mal. Oui. Alors, du côté de Philippe, alors je sais que tu as pas mal de choses. Alors, du côté de pratico que tu es en train de développer, est-ce que tu as remarqué des pratiques qui peuvent être, innovantes, qui peuvent être dissociantes et différentes pour pouvoir créer un peu d'animation durant ces formations, ces fameuses formations, éviter le fameux je pique du nez parce que je commence à être inactif. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu remarquer, des pépites, des astuces qui fonctionnent bien? Alors oui, j'ai pris en note de plusieurs façons de faire, en gros. Déjà, peut-être commencer sur le support de présentation. Du coup, le support très classique, c'est le PowerPoint ou les slides. Un peu chaque formateur a un peu son style de le faire. Il y a un peu les gens assez classiques qui mettent pas mal de texte, des bullet points, etc. Après, qui sont plutôt à l'aise dessus. Après, on retrouve des pratiques un peu plus novatrices, comme des gens qui font un peu les formateurs qui font un peu juste une image clé pour ensuite travailler dessus, discuter dessus pour un peu à la Steve Jobs. Et il y en a qui vont plus loin dedans et qui utilisent comme des outils comme Genially où c'est vraiment des supports très personnalisés, très limite techniques. Et du coup, ça demande quand même de mettre la main à la pâte. Il y en a aussi qui utilisent PowerPoint et qui font beaucoup d'animations pour un peu capter l'œil des apprenants. Mais bien sûr, ça demande pas mal de travail en amont et c'est pas forcément adapté pour tous les formateurs. Chaque formateur a ses préférences. Il y en a qui aiment beaucoup la conception, il y en a qui veulent pas trop s'attarder dessus. Du coup, peut-être voir un peu où est-ce que vous vous placez, si vous voulez plutôt
faire quelque chose de très animé, mais du coup, ça demandera plus de temps, ou faire peut-être quelque chose de plus simple où juste vous mettez une image et vous travaillez dessus. Du coup, là, un peu au niveau des supports de présentation. Après, à côté de ça, on retrouve un peu des outils d'animation. Du coup, il y a celui qu'on est en train de créer, du coup, Pratico, mais je vais plutôt parler de ceux qui sont déjà installés comme Klaxoon, Miro, Mural. Du coup, c'est un peu une sorte de tableau blanc infini où vous pouvez partager des images, etc. Et du coup, on peut créer des beaux boards, comme on dit. Ce qui est dommage, c'est pour ça que justement on fait ce qu'on fait, c'est que c'est pas facile à reprendre pour tout le monde. Du coup, pour certains formateurs qui sont pas très à l'aise avec les outils digitaux, bah, c'est un peu compliqué pour eux. Et c'est aussi par rapport aux apprenants, parce que quand vous utilisez ces outils, bah, peut-être que vous les maîtrisez en tant que formateur, mais vos apprenants n'arriveront pas à vous suivre parce qu'ils sont pas forcément à l'aise avec ces outils. Du coup, il faut aussi penser à ça quand vous présentez un outil. Et enfin, il y a les outils, il y a les outils un peu de quiz d'évaluation, comme vous en avez parlé, Romina. Du coup, des outils un peu comme Kahoot, WooClap, Mentimeter, etc. Du coup, qui permettent de faire des sondages, des quiz en temps réel, et sur lequel justement, ils jouent beaucoup sur justement la gamification. Du coup, notamment Kahoot, qui font une vraie petite musique de fond avec le score pour répondre le plus rapidement possible. J'ai pu tester ça justement avec mes élèves. J'ai dit que les 2 premiers auront un petit point bonus et ils étaient tout excités, ils étaient tout heureux d'utiliser ça. C'était super cool. Du coup, autant ça a permis d'animer et ça permet aussi d'évaluer assez efficacement les formations. Du coup, voilà un peu les grands classiques. Du coup, la présentation, le tableau et les quiz. Après, il y a j'ai d'autres retours un peu de formateurs qui veulent proposer des jeux, du coup, parfois dans une sorte de jeu de société en digital qui leur permettrait justement de créer une formation assez novatrice. Il y en a aussi un peu qui utilisaient une visio très particulière. Du coup, les visios classiques, c'est de Zoom, Teams, etc. Lui, c'était une visio où c'est comme un jeu Pokémon, où justement on peut se déplacer dans le groupe et du coup il y avait une caméra qui s'allume. Du coup on a chacun son petit personnage de jeu vidéo où chacun se balade et s'il faut faire par exemple, si par exemple il faut faire des avatars. Ouais, c'est ça, c'est des avatars. Et si vous faire des sous-groupes, bah en fait chacun se déplace à gauche. Il y en a qui s'appellent à gauche, à droite, et du coup ils ont un peu un tableau ensemble. Du coup ça s'appelle Gather Town. Je vais l'écrire. Je connais pas. Gather Town. Du coup ça c'était. On va essayer de vous mettre. Alors, pour ceux qui regardent et qui se posent la question, on mettra dans les commentaires après la vidéo tous les noms que vous puissiez retrouver. Voilà, alors, je crois qu'il y a des questions. Voilà, non, c'est Philippe. Ok, d'accord. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui se font. J'avoue que je ne connaissais pas celui-là. C'est pas mal. J'ai fait pas mal de choses. C'est vrai que, grosso modo, c'est vrai que la gamification ou les serious games sont des choses qui plaisent en formation parce que du coup, on apprend de façon ludique, amusante et sans s'en rendre compte, en fait. C'est très intéressant de regarder ces apprenants s'amuser et dire « Oh, c'était sympa. C'était sympa. » et de voir qu'ils apprennent quand même, c'est plutôt c'est gratifiant. On est content à la fin. C'est ça. Mais c'est que je peux ajouter aussi, par rapport à ce qu'il propose Philippe, justement, j'ai vu dans ta présentation, c'est que tu permets avec Pratico aussi de télécharger des rapports par rapport à ces activités. Et ça, c'est hyper important pour le Calliope parce que je fais le lien dans le sens que c'est très bien d'avoir des formations animées, des formations efficaces, des formations de qualité, mais il ne faut pas oublier qu'on passe des audits. Et pour passer l'audit, il faut des preuves. Il faut des preuves pour montrer ce qu'on a fait, ce qu'on a évalué et quels sont les résultats. Et donc, avec l'outil, effectivement, que Philippe propose, c'est pas seulement que c'est ludique, c'est amusant, c'est innovant, mais en plus, il a pensé derrière aussi aux obligations, donc de pouvoir avoir des rapports qui permettent de montrer à l'auditeur qu'effectivement, on a fait tout ça. Parce que sans traçabilité, tout ce qu'on fait, on peut pas le prouver. Oui, c'est vrai qu'on a mis justement ce système de rapport de première attention pour que les formateurs puissent analyser leur formation et du coup qu'ils adoptent une démarche d'amélioration continue. Et on a vu que justement Calliope, c'est aussi pour l'amélioration continue qu'ils font justement, qui demandent un peu toutes ces choses administratives, même si c'est très embêtant, ça reste quand même dans une première attention d'amélioration continue. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait.
Et du coup, juste par rapport à Gathertime, du coup, ce même formateur m'avait dit que parce que justement en visioconférence, on perd un peu ce côté, on se retrouve autour d'un café et du coup, on perd un peu cette interaction. Et du coup, il proposait aussi, c'était un peu le seul qu'il faisait, de jouer à des jeux vidéo avec ses apprenants. Du coup, il y a des petits jeux comme Among Us. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas, mais du coup, c'est un petit jeu assez connu sur YouTube. Et d'autres petits jeux, du coup, des vrais jeux vidéo juste pour se détendre et justement pour avoir un côté qui sort de la formation conviviale avec ses apprenants. Du coup, après, bien sûr, ça dépend du public. Faut avoir le public qui aime un peu le geek, qui aime un peu jouer. Du coup, voilà. C'est vrai que ça dépend du public. Et c'est là, encore une fois, qu'on rentre en jeu avec l'analyse des besoins en amont. Donc, étudier son public, faire un petit questionnaire pour savoir justement quelle est la tranche de public qu'on a et pouvoir adapter en fonction de ce public qu'on a chaque session pour mettre en place plutôt un outil qu'un autre. Et ça, c'est l'adaptation justement de la formation. C'est ça. Et d'ailleurs, un peu cet échange avec, je sais, bon, je ne me rappelle plus de son prénom, mais du coup, ça me dit que peut-être créer un Pictionary sur Pratico, ça peut être sympa. Ah oui, complètement, oui. Oui, tout à fait. Complètement. Tout à fait, oui. Soit un sujet, voilà. Oui, non, mais complètement. Je ne sais plus le nom d'un autre jeu qui a pour but. Alors, c'est pas Pictionary, mais je crois que c'est Décris-moi ou. Je vais savoir me revenir. Non, je sais pas, il y a un Describe. Oui, c'est peut-être Describe, qui est pas mal comme jeu. Et je m'étais dit, effectivement, c'est intéressant de proposer ça quand on a, par exemple, on veut développer un peu de cohésion dans une équipe, par exemple, dans un cadre de team building. Ça peut être très intéressant et ça peut être très bien intégré à l'outil Pratico, puisque bon, pour ceux qui sont connectés, qui savent pas dans le détail à quoi sert Pratico, c'est un outil qui permet notamment, première fonctionnalité, de pouvoir, de façon collaborative, pendant une formation, de faire des dessins, de pouvoir faire un dessin, un croquis. Alors, pas des choses très complexes, mais des choses qui sont très simples et qui permettent aux équipes, aux apprenants de faire un dessin et de permettre aux apprenants de partager leurs idées, de faire quelque chose de collaboratif en parallèle de ça. Donc, c'est pas mal. Donc, à découvrir. Alors, je vous remets le lien parce que j'avoue que je ne vous l'ai pas encore. Si, je vous l'ai déjà mis. Normalement, vous l'avez. Mais en tout cas, oui, pas mal de choses à découvrir de ce côté-là. Alors, on arrive vers la fin. Petit mot de la fin. Déjà. Il y a plein de choses. Petit mot de la fin. Alors, on va commencer par Romina. Pour toi, le rôle du digital dans la formation, le rôle du digital pour toi, pourquoi c'est important le digital? Dis-nous, pour toi, ce que ça représente et est-ce que peut-être potentiellement ça représentait des difficultés pour toi? Eh bien, le rôle du digital, c'est essentiel, tout simplement parce que toutes mes prestations sont faites à distance. Et donc, comme je suis experte à Calliope, évolue d'information au cabinet doit être aussi à la pointe donc de la performance qualité. Donc, je suis en permanence à la recherche de nouveaux outils digitaux et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça aide énormément à l'amélioration des prestations et je les conseille régulièrement aussi à toutes les personnes que j'accompagne parce que aujourd'hui, le digital, c'est incontournable. On ne peut pas se passer donc, de certains outils et de certaines stratégies. Donc, moi, j'ai vu que ça m'a aidé énormément. Et ça m'a aidé effectivement aussi à proposer donc l'amélioration pour les personnes que j'ai accompagnées. Très bien, très bien, très bien. Et de ton côté, Philippe, côté digital, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que pour toi, le digital pour les formateurs, on imagine bien que c'est important puisque tu développes une application dans ce sens. Mais pour toi, le digital, qu'est-ce que ça représente également? Et est-ce que ça a été source peut-être de problématiques à résoudre, même en termes de communication, même sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a été une source de problématiques ou au contraire très simple? Alors déjà pour les formateurs, le digital, c'est vraiment ancré parce que justement avec tous les échanges que j'ai eu avec les formateurs, en fait vraiment 100% des formateurs ont conscience que la formation
est et sera hybride. Du coup, après, ça dépend bien sûr des activités, mais il y aura toujours une part d'elle du digital qu'il faudra savoir maîtriser. Et de mon côté, en fait, le digital, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Justement, qu'aujourd'hui, c'est très, très simple de se connecter avec une personne qu'on ne connecte pas et de faire une visio et de se connecter très facilement, comme justement j'ai fait avec Kelly, et que justement, un peu cette fluidité de connexion avec une personne de l'autre bout du monde, ça m'a permis aujourd'hui d'échanger avec vraiment beaucoup de gens, avec des avis différents, des contextes différents, qui permet justement d'avancer aussi de mon côté. Et c'est aussi de mon côté de partager à ceux qui veulent. Pas mal, pas mal. Excellent. Voilà, je voudrais effectivement rebondir sur ce qu'il vient de dire Philippe. Donc effectivement, c'est comme ça, pareil, hein, qu'on a eu l'occasion, Kelly, de pouvoir échanger et de pouvoir collaborer pour cette amélioration au niveau donc des prestations, que ce soit en formation, en conseil et autres, puisque Evolue Information est quand même situé à Martinique. Aujourd'hui, je suis en Italie. La semaine prochaine, je serai en Lyon. Donc, voilà, le digital permet aussi cette liberté de pouvoir échanger avec l'autre bout du monde, mais aussi de se déplacer. Donc, voilà tous les avantages du digital. Totalement. Et c'est pas pareil que le téléphone. Téléphone, on n'a pas ce sentiment. Enfin, j'ai du mal à me connecter, par exemple, avec quelqu'un juste au téléphone. Voilà. Et par exemple, le digital, ça permet de se voir quand même, et ça change. C'est chaleureux. Et de voir des sourires. Et voir des sourires. Voilà, exactement. Et puis même au-delà de se voir, c'est aussi la possibilité de partager son écran, de pouvoir expliquer une information qui est parfois complexe, avec des images, avec un schéma, avec un dessin. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. sans jeu de mots, c'est beaucoup plus pratique. On ne peut pas tout exprimer par la voix et l'explication. Quand on est formateur, on finit sur un paperboard et dessiner. Un dessin vaut 1000 mots, comme on le dit si souvent. Donc, c'est très important. Ok. Je tiens à signaler que j'ai payé personne pour ce live. Je confirme. Là, pour le coup, c'est sorti tout seul. Alors, pour toi, Romina, comment on fait pour te contacter? Alors, je remets le lien de ton site web. Comment on fait pour te contacter? Alors, je sais qu'on peut te joindre sur un LinkedIn, qui est ton réseau social favori. Voilà, c'est là. Donc, je suis un peu sur tous les réseaux. Le cabinet organisme de formation s'appelle Evolue d'Information, mais je suis présente en tant que Romina Bertarelli sur tous les réseaux, donc Instagram, LinkedIn et également Facebook. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière parce que j'applique au maximum des outils digitaux. Donc, pour éventuellement réserver aussi un diagnostic offert pour échanger par rapport au projet éventuellement des certifications qualité, que ce soit une initiale en surveillance. Et donc, voilà, on peut prendre des rendez-vous en totale autonomie via l'agenda digital en ligne. L'agenda en ligne, on en a parlé. Oui, tout à fait. Et de ton côté, Philippe, du coup, comment peut-on te joindre? Voilà. Pareil, je sais qu'on peut se joindre sur LinkedIn. Sur LinkedIn, exactement. Il y a ton site web. Voilà. Est-ce qu'il y a une façon plus pratique de te contacter du coup? Le plus simple, c'est LinkedIn. Je passe ma vie sur LinkedIn. Enfin, je passe ma vie. Enfin, je pense qu'on est tous sur LinkedIn. Et c'est au plaisir d'échanger avec des formateurs justement pour connaître, parce que je continue de discuter avec des formateurs pour connaître leur approche et leur pratique, leurs problématiques aussi. Et justement, m'inspirer un peu de suggestions pour créer notre outil. Du coup, notre outil, là, il est en bêta. Du coup, on cherche toujours des testeurs. Du coup, c'est un test gratuit, etc. Et là, on commence à sortir nos premières fonctionnalités premium. Là, par exemple, on a commencé à intégrer un premier chat, du coup, qui permet aux gens de discuter, du coup, très classique. Et on sort bientôt l'interface d'émargement, qui permet justement aux formateurs de récupérer les prénoms, les noms, les signatures de leurs apprenants très facilement. Du coup, voilà, côté Calliope. Superbe. Excellent.
Je vous encourage Excellent. vivement à tester du coup cet outil. Il est vraiment sympathique. Alors, pour l'avoir déjà testé avec mes élèves, hein, c'est sûr qu'il y a un petit retour en enfance. Hein, tout de suite, les élèves, ils disent « Ouh là, c'est sympathique ». Et même les élèves qui ne participaient pas ont participé pour le coup sur cette partie. Sur cette partie-là, je dis « Ah, ça, je vais tester ». À un moment, on a même douté de savoir « Mais c'est qui dessine ?» Oh, mais c'est un tel, mais on ne l'avait pas entendu, on ne l'avait pas vu. Et là, d'un coup, il participe. Donc, c'est très intéressant de pouvoir tester un peu les choses comme ça. Et puis même là, en plus, c'est en version bêta, il y a plein de choses à améliorer. Il y a des retours à faire de façon à avoir l'outil un peu, entre guillemets, dans le futur, sur mesure, qui va être le plus abouti possible. Eh bien, l'heure est déjà bien avancée. On va clôturer cette soirée. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir rejoint sur ce live de ce soir sur la thématique de réussir en 2023 quand on est formateur. On se dit certainement à très bientôt pour une autre thématique sur LinkedIn et sur Instagram et autres réseaux sociaux en l'occurrence. Et on se dit à très bientôt et une belle soirée à tous. Bye. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.